Oui, tout le monde, bonjour. Je suis très content d'être ici avec vous, mais je suis particulièrement honoré que j'ai été invité à votre rassemblement concernant les femmes élues. J'ai travaillé intimement avec vous pendant plusieurs années de par le fait de mon champ de travail, d'expertise, qui est le champ de l'intervention psychosociale. Puis vous êtes celle qui avez investigué les changements dans les communautés de manière profonde. C'est vous qui avez percé ce mur du silence, ce secret qui nous a longtemps habité dans nos communautés sur ce qu'on vivait en matière de violence, en matière d'agression, en matière de... Et vous êtes encore celles aujourd'hui qui sont les instigatrices d'un sujet que vous mettez maintenant à l'avant-plan, qui est celui de la bienveillance latérale. On aura l'occasion de parler aujourd'hui. Alors, je suis vraiment, vraiment content d'être ici avec vous, puis qu'on puisse prendre ce moment-là à travailler ce matin ensemble. C'est aussi, j'imagine qu'on vous l'a signalé ou souligné, c'est la journée de la Saint-Valentin. Alors, comme il n'y a pas de femmes élues sur la table des élus ici à Wendake, je présume que vous êtes donc toutes à l'extérieur de la région de Québec, donc loin de vos bien-aimés. Alors, je vous souhaite également une très belle journée de la Saint-Valentin. Alors donc, je vais juste voir si... Oui, c'est bon. Alors, les objectifs, on va essayer ensemble de situer c'est quoi la violence latérale. C'est quoi la bienveillance? Et c'est quoi la bienveillance latérale? On va essayer de distinguer ensemble. Puis vous savez, ce que je m'en viens vous présenter ici, je dois reconnaître en toute humilité qu'il me manque une partie du monde. Il me manque votre partie à vous, votre vision à vous. Moi, je ne suis pas une femme au départ. Et je ne suis pas une femme élue non plus. Donc, quand je me présente devant des auditoires, ça fait partie des limites que j'ai. Hein, j'aimerais ça, des fois, être un médecin parce que je m'adresse à des médecins. J'aimerais ça être un procureur. J'aimerais ça être une femme. J'aimerais ça être élu. Mais dans la réalité, ça fait partie des limites que j'ai. Alors, ce que nous allons regarder ensemble, évidemment, je n'ai pas votre expérience et je n'ai pas votre champ d'expertise. Ça, c'est vous qui le possédez. C'est vous qui êtes sur le terrain. C'est vous qui, au quotidien, vivez dans ces environnements-là, politiques et sociaux, qui fait que je m'en viens vous parler de la violence et de la bienveillance, mais il faut garder à l'esprit, évidemment, que j'ai une limite qui est celle de ne pas avoir votre vision, de votre vision du monde. Alors, néanmoins, on va distinguer la bienveillance latérale parce qu'il y a des nuances à apporter dans ce dossier-là et on va se questionner sur les moyens d'action pour développer sa bienveillance et développer la bienveillance. Bon, le plan de la présentation, on va y aller assez rapidement parce que ce que vous allez découvrir avec la conférence que je vais vous donner, dans le fond, c'est le plan là, qui est là. Alors, il faut aussi, bon, évidemment, on parle de réalités autochtones. C'est pour ça qu'on est issu de différentes nations, donc historiquement et culturellement, nous avions des organisations politiques et sociales et familiales qui étaient évidemment bien spécifiques à chacune des nations. Mais globalement, l'entraide était le centre même des relations que nous avons dans nos sociétés traditionnelles. La bienveillance en tant que terme n'existait pas à l'époque. On pouvait davantage le traduire comme étant cette capacité-là que nous avions de s'entraider dans l'objectif, évidemment, de pouvoir assurer la survie physique et la transmission des valeurs culturelles, des valeurs linguistiques associées à chacune de nos communautés ou à chacune de nos nations. Donc, l'entraide était le moteur, au fond, de l'existence de nos nations et de nos clans et de nos familles, et c'était l'objectif des hommes et des femmes et des enfants, parce que même les enfants collaboraient ou participaient dans nos sociétés traditionnelles à l'équilibre du cercle, à l'équilibre du clan, à l'équilibre de la famille, et donc il existait de l'entraide. Il existait, et c'était au cœur même de nos relations, et c'était donc aujourd'hui, on pourrait le traduire comme étant de la bienveillance, c'est-à-dire s'entraider mutuellement. S'entraider mutuellement, on va le voir tout à l'heure, c'est un peu ça la bienveillance. Alors donc, s'entraider mutuellement, c'était au cœur même de nos nations et de nos collectivités traditionnelles. Alors, avant la colonisation, il faut comprendre que les hommes et les femmes avaient des rôles traditionnels à tenir.
Mais le partage des responsabilités était fondé sur la cohésion, était fondé sur le clan et sur les compétences de chacun. Alors, le clan et la famille jouent un rôle essentiel dans le maintien de la cohésion et de l'équilibre du clan, mais ce qu'il faut surtout retenir, c'est que la circularité, au fond, où chacun est là pour le groupe, est fluide et permet, au fond, un échange des forces de tous les membres du clan. Évidemment, ça l'a dramatiquement changé avec les années. On s'entend, on va le voir tout à l'heure, mais il y avait cette espèce de cohésion. Mais il faut aussi être rigoureusement honnête. C'est-à-dire que oui, il y avait une façon de fonctionner qui allait bien, mais c'était des humains. Il y avait aussi des comportements qu'il fallait réguler. Il y avait aussi des comportements... des fois, on a un peu cette idéalisation du monde de nos ancêtres. Dans la réalité, il reste que c'était des gens et des humains qui vivaient en collectivité, en clan, en groupe, en communauté. Et il y avait aussi toutes sortes de problèmes relationnels. Là où c'était différent d'avec aujourd'hui, c'est qu'il y a une fluidité dans les rôles et chacun a cette responsabilité-là. Parce que l'objectif fondamental qui nous guide à l'époque, c'est véritablement l'entraide, donc, qui peut se manifester entre les individus de nos collectivités. Alors, encore là, dans les sociétés traditionnelles, évidemment, les sociétés iroquoiennes ou les sociétés algonquiennes, on a des façons un peu différentes, mais de manière générale, donc les hommes, c'était les pourvoyeurs des ressources, c'était les protecteurs du clan. C'était les gardiens du feu, un rôle de transmission auprès des garçons. Mais il y avait inévitablement cette force physique, cette force spirituelle, cette solidité physique qui permettait justement de s'entraider dans la perspective de s'assurer de la survie de la collectivité, du clan, de la famille ou du groupe. Les femmes, dans les sociétés de manière générale traditionnelles, elles avaient un rôle de distribution des ressources, de prendre soin du clan, des enfants, des aînés, celles qui portent et donnent la vie, de transmettre et persévérer et de préserver la langue, la culture, les traditions, les légendes traditionnelles et spirituelles, mais c'était aussi, au-delà de la force spirituelle, une force mentale, une force où on vient se déposer parce que c'est auprès de ces femmes-là qu'on retrouve cette espèce d'équilibre relationnel et d'équilibre mental que nous avions reconnu chez les femmes. Donc, évidemment, on ne passera pas à travers tous les faits historiques, mais on est obligé de constater qu'il y a eu des transformations importantes dans nos manières d'être en relation avec soi et en relation avec les autres. Alors, les expériences traumatisantes des pensionnats. Alors ça, ce fut une expérience extrêmement déstabilisante pour nos personnes. Peut-être certaines d'entre vous même l'avaient vécu. La sédentarisation forcée par l'instauration notamment du système des réserves indiennes, le manque d'espace pour exprimer sa culture et son identité, en fait, c'était plus qu'un manque d'espace, c'était l'obligation de ne pas vivre selon sa culture et selon son identité, le racisme d'État, la loi sur les Indiens et l'imposition, et c'est ça qui est important ici, c'est l'imposition de la vision colonisatrice occidentale et chrétienne de ce que sont la masculinité et la féminité. Alors, c'est ici que le modèle patriarcal traditionnel versus le modèle patriarcal idéologique. On reconnaît que nos hommes, dans les sociétés traditionnelles, étaient très genrés. On était très, très genrés. Les hommes, c'est ça, puis les femmes, c'est ça. Puis les hommes ont cette espèce de force physique. Alors, il y a une façon traditionnelle d'aborder la masculinité qui va changer par l'imposition de la vision chrétienne de ce que c'est que la féminité, de ce que c'est que la masculinité. Et là, on est tombé de plus en plus dans l'imposition de la masculinité idéologique, c'est-à-dire, nous sommes les hommes, nous sommes la force, et vous êtes, dans ce contexte idéologique-là, des êtres inférieurs qui devaient se subordonner à la masculinité qu'on appellera aujourd'hui cette espèce de masculinité toxique, c'est-à-dire cette imposition, encore une fois, de l'idéologie de la mâlitude,
malheureusement, je ne sais pas comment vous allez traduire ça en anglais, mais cette espèce d'idéologie du mal imposée par la chrétienté qui voit chez les hommes cette espèce de supériorité. Et là, nos relations, et là, nos façons d'aborder la vie et de se représenter les relations entre nous ont considérablement changé, si bien qu'au centre du cercle, eh bien là, vous avez évidemment les pertes de repères identitaires quant au rôle traditionnel féminin et masculin et comment on fait les choses maintenant. Ah, bien là, on le sait de moins en moins, où on est en train d'essayer de se redéfinir ces façons-là d'être et de fonctionner dans nos sociétés. Alors, dans ce contexte-là, évidemment, est née de la violence latérale ou de la violence déplacée. Évidemment, il faut considérer que la violence latérale, c'est une violence qui est un peu plus sournoise, disons. Une violence qui n'est pas une violence, comme on l'entend, les violences sexuelles ou les violences physiques ou les violences familiales, où là, c'est évident, il y a un comportement de violence. La violence latérale, c'est quelque chose d'un peu plus sournois, d'un peu plus caché. Et de manière générale, on va la définir comme étant une violence qui est dirigée contre les gens de sa propre communauté ou de sa propre nation. Alors, c'est de tendance, la violence latérale, à reproduire auprès de nos pères, donc de nos frères et de nos sœurs, les comportements de domination que nous avons subis et de violence subie. Alors, il y a une espèce de mimétisme, c'est-à-dire qu'il y a une espèce de reproduction de ce que nous avons vu, de ce que nous avons entendu, mais surtout de ce qui était permis dans ces sociétés-là, de l'imposition de cette idéologie-là de la masculinité sur les femmes. Eh bien là, on a commencé à s'autoriser et à légitimer la manière violente de tenir des propos ou de tenir des conversations ou d'être en relation à l'autre. Alors, elle est perpétuée, malheureusement, cette violence-là, par la reproduction de comportements appris ou de comportements acquis dans un contexte d'oppression et de trauma intergénérationnel. Alors, le mimétisme ou la reproduction avec ou sans conscience de comportements observés. Avec ou sans conscience. Parce que parfois, c'est tellement bien intégré dans la façon d'être en relation qu'on ne sait même plus que c'est exactement ce que nous sommes en train de reproduire. Alors, c'est une manifestation par derrière, qui est plus subtile, qui est plus sournoise. Alors, les commérages, les querelles, le dénigrement, le rejet, l'intimidation, la jalousie, la colère, la rancœur, la méfiance, eh bien ça, c'est un terrain très fertile, évidemment, à s'autoriser, au fond, à être un petit peu plus violent sans que ce soit directement frontal. Alors, il y a quelque chose de plus sournois dans ce type de violence-là. Alors, les conséquences, évidemment, elles sont énormes. Tellement que vous êtes maintenant celle qui voulait jaser, discuter et mettre à la lumière cette bienveillance latérale-là pour qu'on puisse revenir dans nos préoccupations à cette manière de faire et d'être, nous permettant d'être un petit peu plus, dirons-nous, respectueux de la différence et de ce que nous sommes comme personnes et comme individus. Alors, une des conséquences, évidemment, c'est qu'elle appauvrit l'une et l'autre des parties parce que les deux projettent leur colère et leur insatisfaction sur l'autre. La violence latérale, elle origine beaucoup par l'absence de la capacité que nous avons de nous introspecter. On va voir tout à l'heure qu'une des façons de se mettre sur la voie de la guérison et vers la bienveillance, c'est d'abord et avant tout de voir où est-ce que moi, personnellement, j'en suis comme personne par rapport à mes blessures, par rapport à ce que je suis comme individu. Elle a un impact sur l'estime de soi et la confiance en soi. Elle engendre la peur et l'isolement. Elle favorise l'inaction des personnes engagées qui ont crainte de prendre des décisions. Vous êtes des femmes élues. Forcément, vous prenez des décisions où vous donnez des orientations qui ne font pas l'affaire de tous, c'est bien évident. Mais si vous êtes dans un environnement qui est extrêmement, où il y a une présence de violence
disons, notoire, eh bien, ça peut vous placer dans de l'inaction, puis là, ce n'est pas voulu, c'est par façon de vous protéger parce que vous êtes dans un environnement qui risque de vous puncher de manière latérale sans que vous vous y attendiez le moins. Alors, ça crée des environnements, donc, où on appauvrit nos relations, où on redevient un peu plus sur la défensive, puis on a peur, évidemment, de passer à l'action. Et elle crée un environnement pathogène, c'est-à-dire un environnement, un terreau fertile à des relations dysfonctionnelles. Est-ce qu'on peut faire autrement? Est-ce qu'on peut faire autrement? Bien, la bonne nouvelle, c'est que oui, on peut faire autrement. D'ailleurs, vous êtes la manifestation de ça. Vous savez, moi, j'ai commencé à pratiquer dans le milieu, j'ai toujours travaillé qu'avec les Premières Nations francophones en violence. À l'époque, quand je dis à l'époque, c'est début des années 90. C'est quelque chose dont on ne parlait pas. On était encore beaucoup dans l'isolement, dans le secret, dans le silence. On n'avait même pas commencé à lever le voile sur ce que nous avions vécu dans les pensionnats. Alors, c'est vous, les femmes, qui avez été les instigatrices de ces changements sociaux, permettant justement, puis j'ai été très associé à l'époque à Femmes autochtones du Québec. Le premier colloque congrès que Femmes autochtones du Québec a fait, c'était sur la violence sexuelle. C'était en 94 ou 96, de mémoire. C'était la première fois publiquement qu'on se réunissait et qui permettait aux femmes de dire « Pause, s'il vous plaît. Nous avons bien des revendications, nous avons bien des questions politiques, nous avons des questions économiques, mais nous avons aussi des questions sociales à traiter. » Et vous êtes encore aujourd'hui ces femmes qui dites un instant, pause. On a une façon de faire et d'être qui va moins bien, qui nous paralyse un peu et qui nous fait vivre cette espèce de violence. Et là, vous commencez à lever le voile sur l'importance de se traiter mutuellement avec respect. Alors, je suis très content, je le répète, mais très honoré d'être associé à nouveau avec vous aujourd'hui pour ce dossier-là extrêmement important. On est dans une espèce de contexte de décolonisation, ce qui nous permet justement de commencer à revendiquer une façon d'être et de faire qui colle davantage à nos réalités de savoir-être, de savoir-faire historique et culturel. On ne veut plus se faire imposer cette manière-là de faire et d'être qui nous a appauvris sur le plan culturel, mais aussi sur le plan personnel et sur le plan relationnel. Alors, dans un contexte de décolonisation, c'est juste rapidement, évidemment, c'est un processus, hein? C'est un processus d'émancipation en vue de s'affranchir d'une autorité, d'un pouvoir, d'une pensée dominée par l'autre. Alors, on est dans ce contexte de décolonisation où on essaie d'adopter une posture non plus de victimisation et non plus de subir les choses, mais de devenir dans une posture de leader, c'est-à-dire dans une posture de leader qui reprend sa place dans sa manière de faire et d'être. Nous avons maintenant, vous savez, les Premières Nations aujourd'hui sont un peu ce que les Québécois étaient dans les années 70. Lorsque là, on dit c'est terminé, là, on est tanné de revendiquer, à cette heure, on s'affirme. C'est là que nous sommes maintenant. Nous ne sommes plus à l'ère de la revendication, nous sommes à l'ère de l'affirmation nationale et de cette espèce de fierté qui fait que ça nous permet, depuis plus de 40 ans, par exemple, et vous êtes, je le disais tout à l'heure, cette preuve-là, de chercher à s'affranchir de la domination. Et là, on essaie de s'affranchir de la domination de la masculinité idéologique pour revenir un petit peu plus à des rapports plus égaux dans la fluidité des rôles associés à la féminité et à la masculinité. Alors donc, comme c'est souvent le cas chez les populations opprimées, il n'est pas étonnant que nous opprimons les nôtres en nous laissant dominer par la colère et la frustration. Parce que de manière générale, c'est ça la violence latérale, c'est que j'ai vécu l'oppression, j'ai vécu des blessures, je les contiens, je les compacte à l'intérieur de moi, mais nous, les humains, on est fait pour pas juste compacter. Il faut qu'à un moment donné, ça s'exprime, il faut que ça sorte.
Ça peut sortir dans l'alcool, ça peut sortir dans la drogue, ça peut sortir dans n'importe quelle dépendance, mais ça peut aussi sortir dans la manière que j'ai d'être en relation à l'autre. Et dans la violence latérale, évidemment, cette colère et cette frustration-là vont s'exprimer par des comportements dont on a vu tout à l'heure, je vous ai fait un peu la déclinaison là, de ce que c'était que cette violence-là. Alors ce phénomène-là, il peut être nourri par la bienveillance. Il peut être nourri par de la bienveillance au lieu de la violence. Alors, c'est quoi la bienveillance? C'est une disposition favorable à l'égard d'autrui qui vise le bien-être de l'autre. Alors, on peut se donner comme synonyme l'altruisme, la générosité, l'engagement du volontariat. Alors donc, on a un spectre. On a d'un côté la violence latérale, d'un côté la bienveillance latérale, et ça c'est le First Nations Health Authorities qui a tout simplement dit la bienveillance, on pourrait la décrire comme étant se soutenir mutuellement, s'entraider mutuellement. Est-ce qu'on pourrait faire ça et se détacher de cette domination-là colonisatrice que nous avons vécue, de cette colère et de cette frustration qui fait qu'encore aujourd'hui, nous la retournons face aux gens de notre propre nation, de notre propre communauté. Alors évidemment, la violence latérale, avec ce que c'est, la bienveillance latérale, on souhaiterait tous être là, mais dans la réalité, nous ne le sommes pas et on tend vers la bienveillance, mais on est des humains. Alors, comme humains, évidemment, on a toutes sortes de petites choses qui viennent nous agacer. On a nos propres personnalités, on a nos propres expériences, qui vont venir des fois interférer face à notre tolérance. Alors, mais d'entre les deux, il existe aussi des conflits d'idées, parce que tout n'est pas de la violence latérale. Un conflit d'idées, une divergence d'opinion. Vous prenez une orientation à droite alors que quelqu'un est en train de vous parler et dit « Non, 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 c'est pas comme ça que tu devrais faire les choses. » Alors, ce conflit d'idées, cette divergence d'opinion, la personne qui l'exprime n'est pas nécessairement en train de, je dirais, vous agresser latéralement. Elle est simplement en train de diverger d'opinion. Ce qui va venir teinter le divergeage d'opinion, c'est la manière qu'on le dira et c'est la manière qu'on le fera qui va venir déterminer si nous sommes dans une violence latérale, parce que même si je suis contre vos idées, je peux être quand même dans la bienveillance, dans la manière que j'aurai de vous le dire, en respectant votre opinion, mais en souhaitant que vous respectiez aussi la mienne. Alors, on peut être en divergence d'opinion diamétralement opposée, mais être quand même dans la bienveillance latérale. Alors qu'on peut être diamétralement opposé, mais être dans la violence latérale parce que je suis incapable de vous exprimer ma divergence d'opinion, et puis, dans le dos, vous donner des coups de poignard, essayer de vous annuler dans vos efforts, d'essayer d'être dans le commérage, là, je suis divergent d'opinion, mais dans un comportement de violence latérale. Alors que je peux être aussi dans la bienveillance tout en ne partageant pas, donc, vos idées ou vos décisions, vos orientations politiques et sociales. Alors donc, au niveau individuel, la bienveillance, c'est ne pas tolérer, ce n'est pas tout tolérer de l'autre. Ah ben là, maintenant, il faut que je cultive la bienveillance. Alors là, tout est correct. Tout est beau, tout est merveilleux. C'est pas ça de la bienveillance latérale. La bienveillance latérale, ce n'est pas accepter ce que chacun veut quand il le veut. Et vous êtes certainement les mieux placés pour le dire. Vous décevez toujours une partie de votre population par les décisions que vous prenez. La bienveillance, ce n'est pas de dire « je vais tout faire pour que tout le monde soit unanime derrière moi ». On n'est pas dans la bienveillance à ce moment-là. Et ce n'est pas faire exclusivement des compliments, puis que tout soit bien habillé, rhabillé, ce n'est pas ça de la bienveillance latérale. Mais c'est prendre en considération l'autre, c'est prendre en considération ses aspirations, c'est prendre en considération ses limites. C'est dire que ça ne va pas avec humilité et respect, on le disait un petit peu plus tôt, c'est exprimer son insatisfaction et son opinion, mais sans l'imposer
Et si vous l'imposez, parce que parfois vous devez prendre des décisions, c'est de l'imposer dans une bienveillance, c'est-à-dire en respect de la divergence des opinions des autres, et non pas de le faire animé par un ressentiment, puis animé par une colère. Là, on va tomber dans la violence latérale, même si vous deviez prendre cette décision-là. Alors, tout est dans la manière de faire les choses et d'être. Et nos sociétés traditionnelles peuvent nous inspirer énormément pour se rapprocher davantage de cette manière-là de faire les choses. Et c'est d'accueillir les émotions de l'autre comme valables. Alors donc, ce qui peut être fait pour adopter la bienveillance latérale, c'est développer une gestion saine des divergences, des tensions et des conflits d'idées et adopter des pratiques exemplaires en matière de communication et de gestion des conflits dans la non-violence au niveau individuel, parce que ça se joue là d'abord. C'est-à-dire, c'est quoi, moi, mes susceptibilités, mes émotions, mes blessures? Qu'est-ce que j'ai de besoin? Comment est-ce que je suis en relation à l'autre? Ça, c'est une zone de pouvoir que nous avons. Ça, c'est une zone de contrôle que nous avons. Alors, on aimerait ça, que notre zone de pouvoir et de contrôle se répande à l'égard de nos collègues peut-être masculins ou de notre population. Mais là, on n'a pas vraiment de zone de contrôle sur ce que les autres disent, font ou sont. Mais moi, parce que la bienveillance commence d'abord par soi-même. Alors, comment, moi, personnellement, comme personne, d'abord, et ensuite comme femme élue, est-ce que je me situe dans la bienveillance? Quelles sont mes susceptibilités? Qu'est-ce qui me dérange? Quelles sont mes peurs? Quelles sont mes craintes? Et quels sont mes propres défis à moi? Et quelles sont mes propres blessures à moi? Parce que s'engager dans la voie de la bienveillance nécessite, d'abord comme n'importe quel processus de guérison communautaire, commence d'abord par un processus de guérison personnelle et individuelle. Alors on doit, on doit. Il est préférable, disons ça comme ça, de s'arrêter et de se questionner sur c'est quoi mes défis, moi, comme personne. Avant d'être une femme élue, je suis une personne. C'est quoi mes défis? C'est quoi mes limites? Quelles sont les blessures que je dois essayer de travailler? Parce que la violence latérale ne prend jamais racine dans un être heureux, joyeux et libre. La violence latérale prend toujours racine dans un être qui est blessé, dans un être qui porte en lui ou en elle la colère, la frustration, le ressentiment, la blessure. Là, ça, dans la marmite, là, ça bouille, et ça donne un terrain propice à l'émergence de problématiques de violence latérale. Alors, ça commence d'abord par soi. Ensuite, c'est d'accepter la divergence d'opinion tout en sortant de la bipolarisation, le oui, le non, d'accord, pas d'accord. Hein, c'est pas noir et blanc. Est-ce que moi, personnellement, j'aborde ma vie de cette manière-là? C'est-à-dire, ce petit Pierre-là ici, qui est parfois sur mon épaule, qui me raconte des histoires, puis j'en ai un autre qui m'en raconte une autre. Puis alors, l'autocompassion, c'est d'essayer d'accueillir ces parties-là de moi, et plus je serai dans l'accueil de ces deux Pierres qui me jasent sur les épaules, qui disent « Tu devrais faire ça, oui, non. » Alors, où est-ce que je me situe par rapport à ça? Est-ce que je suis capable de me donner de la compassion? Est-ce que je suis capable de me donner moi-même de la propre bienveillance avant de voir comment je la répandrai aux autres? On parlait tantôt d'exemple, on parlait tantôt de reproduction, de comportement, de mimétisme. Alors, ça commence d'abord par soi. Savoir s'exprimer sur ce qui ne va pas et s'affirmer dans le respect et d'accorder et de s'accorder un droit à l'erreur. Ça, c'est important parce que, vous savez, on est dans des rythmes de vie, puis encore plus vous autres, parce que vous êtes au centre de vos communautés, vous êtes l'objet du regard, vous êtes épié, regardé, inspecté.
Tout ce que vous faites est sujet à se retrouver dans les médias sociaux. Vous avez une position qui, personnellement, je ne ferais pas ça, là, très honnêtement. Je vous admire. Et surtout dans les années 2024, où là, les caméras sont sur tout le monde, les médias sociaux. C'est pas évident, c'est pas facile ce que vous faites. Alors, est-ce que vous pouvez vous donner ce droit-là à l'erreur? Est-ce que vous pouvez vous donner cette bienveillance? Est-ce que vous pouvez vous donner cette autocompassion-là? Je travaille beaucoup avec les intervenants encore aujourd'hui, les psychologues, tout le monde. Et on est bons, nous autres, pour parler de la compassion puis de la bienveillance. OK, mais nous, hein, ça commence par soi d'abord. Ça, c'est très, très important. C'est la base d'une démarche de bienveillance et d'un processus de guérison, d'ailleurs. Alors, ce qui peut être fait pour adopter la bienveillance latérale, évidemment, développer une gestion saine des divergences, des tensions et des conflits d'idées en s'inspirant des pratiques traditionnelles de gouvernance. Donc, au niveau collectif, je vais y revenir tout à l'heure, au niveau collectif, c'est créer des structures propices au partage et à l'échange dans un espace sécuritaire, définir des règles pour montrer l'exemple ensemble et faire valoir nos traditions et nos expériences en ce sens. On disait tout à l'heure qu'on était dans cette espèce de contexte de décolonisation. Alors, comme on est dans une espèce de contexte de décolonisation, on est en train, dans le fond, de s'affranchir d'une manière imposée de faire les choses. Alors, si on veut s'en détacher, on doit se rattacher à quelque chose. Alors, est-ce qu'on se rattache aux manières occidentales de faire les choses ou on devrait davantage être inspiré sur les manières traditionnelles de faire les choses, c'est-à-dire dans cette espèce de circularité et de fluidité des rôles et des responsabilités, en demeurant un homme, en demeurant une femme, parce que dans nos sociétés, vous savez, en Occident, on parle beaucoup là, du genrisme, du binaire, non-binaire, genre, transgenre, etc. Là. On est moins là dans nos sociétés encore aujourd'hui. Et c'est tout à fait correct, on est encore dans des sociétés souvent bien genrées, hein, les hommes, les femmes, puis malheureusement, l'imposition de cette idéologie de la masculinité dans un contexte où on impose le pouvoir, le contrôle et la supériorité de la masculinité, on doit s'affranchir de ça pour revenir à des manières plus culturelles de faire les choses dans la fluidité, dans le respect du rôle de chacun dans ces sociétés-là. Alors donc, le retour aux sources va nous permettre de s'engager vers une bienveillance culturelle. Et quand je parle de bienveillance culturelle ici, je ne fais pas référence nécessairement à la langue, je ne fais pas nécessairement référence aux traditions, je fais beaucoup référence à notre façon d'être en relation à soi et à l'autre. Et ça, nous l'avons malheureusement cruellement perdu, cruellement perdu. Alors, nous avons un savoir-être et un savoir-faire qui est précieux, qui malheureusement a été mis plus que sur pause pendant des années. Il a été forcé de ne pas jouer cette façon-là d'être et de faire dans nos sociétés suite à l'imposition de la colonisation. Mais nous avons et plus nous serons dans la bienveillance culturelle, c'est-à-dire que plus nous voudrons retourner aux sources de faire les choses traditionnellement, dans le respect de la circularité des rôles et des responsabilités attribuées aux hommes, aux femmes, dans la reconnaissance. Et plus je serai dans cette bienveillance culturelle, plus je pourrai aller dans la bienveillance latérale, c'est-à-dire de faire les choses et d'être dans ce qu'étaient nos sociétés traditionnelles, dans les manières de faire de nos sociétés. D'autant plus que nous avons ce qu'il faut. Nous avons ce qu'il faut. Nous l'avons. Il est à notre portée. D'abord, nous avons une philosophie. La philosophie, là, des décisions qu'on prend qui auront un impact pour les 7 générations à venir. Alors, on essaie de remettre cette philosophie-là au cœur de nos actions en disant ce que je ferai aujourd'hui ou les décisions que je ferai auront un impact pour les 7 générations à venir. Alors donc, on est moins animé
dans ce contexte-là, évidemment, si on se colle à cette philosophie-là, qui a été une philosophie partagée par l'ensemble des nations, si on se rapproche davantage de cette préoccupation-là, on se rapproche moins, donc davantage, d'une réaction ou d'un événement ou d'un ressentiment ou d'une frustration ou d'une colère. Quand on se rapproche de la philosophie que nous partagions, on se rapproche donc d'une manière de faire qui est respectueuse pour les générations à venir, dans l'humilité et le respect. Nous avons, dans la majorité des nations et des communautés, une spiritualité. Et quand je fais référence à la spiritualité, ici, je ne fais pas référence évidemment à la religion, bien que ça puisse peut-être en faire partie pour certains. Quand on fait référence à la spiritualité, c'est-à-dire donner un sens à ce qui se passe. C'est ça la spiritualité, c'est une croyance, c'est une foi, c'est la foi dans un créateur, c'est la foi de ce que nous faisons a tout un sens. Peu importe comment on le définit, nous partageons de manière générale et nous sommes très à l'aise de manière générale avec le concept même de la spiritualité. Ça fait partie d'ailleurs de notre roue de médecine de manière générale. Donc, cette spiritualité-là, elle est souvent au cœur de ce que nous sommes comme être, en tout cas de ce que nous avons été comme société. Nous l'avons, encore une fois, évidemment, perdu, mais plus on s'en approche, et moi, j'ai vécu des expériences cliniques dans beaucoup de communautés où la spiritualité a été, et là, j'ai été vu par mes collègues en disant, non, voyons, on va porter plainte contre l'ordre, là, parce qu'il est en train de parler de spiritualité. Ça, c'est contraire à la science, c'est contraire. Dans nos communautés, on peut le faire aisément parce qu'on est conscient que nous sommes des êtres limités, que nous avons souvent besoin de se déposer ou de se reposer dans une foi ou une croyance, peu importe laquelle est cette foi et cette croyance. Alors, nous avons ce qu'il faut par la philosophie, nous avons ce qu'il faut par la spiritualité, mais nous avons aussi ce qu'il faut par le savoir-faire. Culturellement et historiquement, nous avons cette façon-là de faire des choses qui a été évidemment occultée, évacuée, on le dit tout à l'heure. Il y a possibilité, de plus en plus on s'y rapproche, de faire les choses de manière un peu plus traditionnelle. Nous avons cette possibilité-là et c'est à la portée de notre main. Et nous avons les connaissances. Nous avons des connaissances. Nous avons dans nos communautés des porteurs de savoir. Nous avons nos aînés qui, de manière générale, sont capables de nous transmettre des manières d'être et de faire qui étaient traditionnelles et qui fonctionnaient bien. Ce concept-là même de l'entraide, donc de la bienveillance 2024, eh bien, on a cette possibilité-là de le faire puisque nous avons encore aujourd'hui ces porteurs-là de savoir qui, heureusement, par la décolonisation, ont une place maintenant dans cet environnement-là où ils peuvent nous transmettre et nous exprimer leur savoir-être et leur savoir-faire. Et enfin, eh bien, nous avons la volonté et la détermination, en tout cas à votre niveau à vous. Je ne sais pas, dans vos conseils, dans vos respectifs, où est-ce qu'on en est dans le processus de la bienveillance, mais on me disait que ce n'est pas la première fois que vous vous penchez sur le dossier de la bienveillance parce que vous l'avez mis au centre de vos priorités. Parce que c'est bien beau de faire les choses, mais les faire sans le savoir-être, on ne fait que faire. Mais si vous voulez faire tout en étant être, eh bien là, vous avez cette volonté, cette détermination, parce que vous ne l'auriez pas mis au centre de vos préoccupations. Alors, encore une fois, eh bien, vous vous retrouvez, au fond, seul, puis je ne dénigre pas du tout la masculinité ici ou le pouvoir des hommes, là, du tout. Mais vous avez cette volonté, cette détermination. Et c'est grâce à vous si, dans les 7 générations à venir, eh bien, on aura des façons d'être et de faire qui se rapprochent davantage, d'une manière plus respectueuse, de ce qu'était l'entraide dans nos collectivités, dans nos clans, dans nos communautés, dans nos familles. Alors, vous êtes celles qui, encore une fois, initiez ces changements-là, comme vous l'avez fait au Québec, dans début des années 90, vous avez été seul qui avez commencé à lever le voile, et là, vous êtes encore seul qui, aujourd'hui,
eh bien, vous dites un instant, bien beau faire les choses, mais on doit le rattacher à un savoir-être aussi. Et ce savoir-être-là, dans un monde idéal, hein, ce n'est pas de faire les choses ou d'être comme ce qu'on nous a appris dans les sociétés occidentales, mais de se rapprocher davantage dans ce que nous avons, c'est-à-dire une philosophie, une spiritualité, des savoir-faire et des connaissances. Merci beaucoup d'avoir été là ce matin. Merci de m'avoir invité à vous donner ces quelques mots sur la bienveillance. Je pense que vous allez être appelés bientôt à vous séparer pour aller travailler en atelier de travail parce que je vous suggère 3 questions que je vous invite à réfléchir. La première que je vous invite à regarder, c'est personne. Excusez-moi. Messieurs, mesdames, je ne sais pas si c'est une madame, l'autre. Excusez-moi, ça a dû sonner dans vos oreilles. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour m'engager, moi, personnellement, dans une démarche de bienveillance? Parce que c'est tout début de changement, tout début de processus de guérison ou de transformation du savoir-être et du savoir-faire commence d'abord par soi-même. Alors, qu'est-ce que personnellement, je peux faire pour m'engager dans une démarche de bienveillance? La deuxième question qui vous est proposée, c'est comment peut-on, en tant qu'élu, mettre en place des actions favorisant un environnement de bienveillance? Et là, les actions peuvent être, peu importe lesquelles, elles peuvent être d'inspiration culturelle, traditionnelle, historique, des manières de faire, d'être, peu importe. Des mécanismes, des leviers de décision qui soient un peu plus respectueux de votre environnement culturel et traditionnel à vous. Et enfin, l'autre question qui vous est proposée, c'est comment, dans ce contexte-là, la PNQL, par exemple, pourrait vous soutenir dans cette volonté, dans ces actions-là qui visent la bienveillance. Alors voilà les questions qui vous sont proposées. Ça se peut que vous puissiez répondre qu'à une, qu'à deux, ou peut-être les 3. Ce n'est pas ça qui est le but ici. Le but, c'est de nous amener dans une réflexion vous permettant ensuite de dégager peut-être des actions qui vous permettront, comme femme et comme femme élue, de vous retrouver dans des environnements qui soient un peu plus sains pour les actions que vous prenez maintenant. Merci beaucoup. Bonne journée à tous. Merci infiniment. Merci, Pierre. Merci.